Et nous allons débuter cette émission, bien entendu, avec vos chroniqueurs habituels. Nina Pendafaye, Nina, bonsoir. Bonsoir, Babacar. Mohamed El Abim Ndiaye, bonsoir Mohamed. Bonsoir. Bonsoir, Kémy Seba. Bonsoir, mon cher frère. Bonsoir, monsieur Nias. Bonsoir. Vous êtes financier, vous êtes conseiller en finance de Madame le Premier ministre du Sénégal. À son arrivée au pouvoir, déjà il y a 2 ans, on nous disait que les caisses de l'État du Sénégal étaient vides. Je crois que ça avait soulevé beaucoup de polémiques dans la classe de l'opposition comme au sein du pouvoir même. On se rappelle de la sortie de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, apportant ses précisions par rapport à ça et tout cela. J'ai fait le rapprochement parce qu'aujourd'hui, en suivant l'actualité, on se rend compte que le Sénégal revient du Club de Paris, où il a réussi à décrocher une manne financière de plus de 3 000 milliards. Est-ce qu'on peut considérer que les caisses de l'État sont aujourd'hui à nouveau remplies? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation et de saluer vos chroniqueurs. Bonsoir, mesdames, messieurs, et évidemment l'audience et tous vos téléspectateurs. Un rapide rectificatif, d'abord, c'est à l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall, n'est-ce pas? C'est lui qui a été élu par les Sénégalaises et les Sénégalais. En effet, lorsque le président Macky Sall est arrivé au pouvoir et avec le premier gouvernement de M. Abdoul Mbaye, nous avons trouvé les états des finances vraiment exigus, pour le dire de façon diplomatique. Face à la demande pressante, il y avait à l'époque une campagne arachidière qui pointait à l'horizon. Il y avait les problèmes des salaires impayés des professeurs qui menaçaient de ne pas rendre les notes. N'est-ce pas? Il y avait une année qui menaçait d'être une année blanche. Je crois que pour un État, le plan Sénégal émergent le montre de façon assez exhaustive. On nous a rétroqué l'argument de quelques centaines de milliards, je crois, qui devaient être dans les caisses à l'époque. Et le plan Sénégal émergent le montre à merveille. C'est une goutte d'eau dans la mer, n'est-ce pas? Et c'est en fait ce que le gouvernement d'alors a simplement expliqué aux Sénégalaises et aux Sénégalais, que par rapport au budget qui venait d'être voté, n'est-ce pas, et nous sortions d'un mois de campagne, enfin disons 2 mois puisqu'il y avait eu un second tour, l'état des finances pour un début d'année devrait être au moins 3 fois au niveau auquel nous l'avons trouvé. Et ça, c'est en étant extrêmement conservateur. Donc, par rapport à cela, je crois que les différents experts qui se sont succédés sur les différents plateaux l'ont démontré à souhait. Hein. Les caisses étaient vides. Il n'y a plus de débat dessus. Est-ce qu'elles sont remplies aujourd'hui avec... Bon, vous savez, le plan Sénégal émergent, d'abord, il faut comprendre que, en ce qui concerne le groupe consultatif, c'est une rencontre organisée par le Sénégal pour justement combler un déficit budgétaire par rapport à un plan qui a été mis pour l'horizon 2035. Il ne faut pas qu'on oublie quand même que près de 49% du montant désiré des 10 milliards sont déjà en place, n'est-ce pas? Et donc il y avait simplement un trou de 2900 et quelques milliards à trouver, dont 1111 du côté du secteur privé et le reste du côté des partenaires techniques et financiers. Je crois que tout le monde a pu suivre la performance du chef de l'État et des services techniques, des différents techniciens qui l'ont accompagné, les membres du gouvernement. Les caisses de l'État sont remplies? Non, ce n'est pas le cas. Mais vous savez, un plan se déroule sur plusieurs étapes. Il y a d'abord la conception, l'élaboration, ensuite il y a l'écriture du plan, la présentation du plan, et finalement il y a l'exécution de ce plan. Je crois que ce que le plan Sénégal émergent a de positif, c'est que, vu la façon dont il a été écrit et vu les engagements fermes que nous avons reçus, et c'est l'occasion de préciser quand même qu'il y a déjà un montant qui est là, qui a été accueilli. Donc cela va permettre, si vous voulez, de démarrer les projets à temps. Parce que c'est un peu cela, si vous voulez, le problème des différentes nations émergentes. C'est qu'il y a souvent beaucoup de plans qui sont mis en place, mais l'exécution, le démarrage de ces plans et le respect des échéances posent problème. Donc le groupe consultatif, si vous voulez, permet d'apporter une solution à cela.
puisqu'il s'agit, nous sommes à l'ère des partenaires des PPP, donc des partenariats publics-privés. Et donc les privés, pour qu'ils entament, si vous voulez, pour qu'ils puissent commencer leurs activités, il leur faut de certaines garanties, il leur faut certaines assurances de paiement. Et le plan Sénégal Émergence, pour la première fois, fait de l'État du Sénégal un État extrêmement solvable. D'accord. Alors c'est un plan, je pense, qui découle également de ce qu'on avait présenté comme le Yoonu Yokkute, d'accord, qui a été un peu le programme de campagne du chef de l'État, qu'il a également mis en œuvre à son arrivée du pouvoir. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut comprendre ce transvasement-là du Yoonu Yokkute au plan Sénégal émergent? Vous savez, ce n'est pas un transvasement en soi. Il faut comprendre une chose, c'est que le Yoonu Yokkute a été un programme de campagne et un ensemble de promesses de gouvernance que le candidat Macky Sall a fait aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Et le Yoonu Yokkute a été écrit donc par nous autres, étant dans l'opposition. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, c'est ce programme que le premier gouvernement et les deux premiers gouvernements de Abdoul Mbaye, n'est-ce pas, ont déroulé. Il y a aussi ce qu'on appelle les impératifs de gouvernance, n'est-ce pas? Il y a les urgences, il y a la réalité, qui a fait qu'il a fallu aussi parvenir au plus urgent, ce qu'on appelle les secteurs prioritaires. Tout était prioritaire, mais malheureusement, dans le prioritaire, il faut choisir, si vous voulez, une surpriorité, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, le plan Sénégal émergent aujourd'hui, si vous voulez, est la fusion, c'est la symbiose du Yoonu Yokkute, du programme de croissance accélérée, n'est-ce pas, et d'un ensemble de différents plans que nous avons trouvés en place. Parce que quand même, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État, n'est-ce pas? Par contre, la particularité avec le plan Sénégal émergent, ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est un plan extrêmement ambitieux qui se situe à l'horizon 2035. Et par rapport à cela, donc, ce sont des projets, si vous voulez, structurants donc à fort contenu de valeur ajoutée. Ce sont donc des projets qui vont permettre de développer le capital humain, qui vont aussi permettre à l'État sénégalais, à l'État du Sénégal, de mettre en place des projets qui vont nous mettre sur la rampe de l'émergence. Voilà. D'accord. Je pense qu'également l'État vise à travers ce plan Sénégal émergent un taux de croissance de 7%. En effet. Bien sûr. Oui, bon, vous savez, il y a quand même plusieurs phases. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons eu une période qui allait jusqu'à 2006, où nous étions à une croissance, peut-être 2005, où nous étions à une croissance d'à peu près 5 et quelques %. Mais cette croissance, parce qu'elle étant faible, n'avait pas vraiment un impact dans le devenir, le bien-être social. Et le développement, quelque part, il faut le dire, se mesure quand même en bien-être social. Il faut qu'il y ait un impact sur les populations. Et cet objectif de croissance de 7% est totalement réalisable, c'est un objectif ambitieux, mais c'est un objectif réalisable. C'est-à-dire qu'avec le plan Sénégal émergent, si nous arrivons à transformer, n'est-ce pas, l'économie sénégalaise, si vous voulez, en une économie de croissance, si nous arrivons à avoir un impact sur le capital humain, sur la protection sociale, et aussi si nous arrivons à régler les problèmes de gouvernance au Sénégal, nous aurons mis le Sénégal sur les rampes d'une société beaucoup plus inclusive, une société beaucoup plus juste, dans un état de droit, avec une économie forte, une économie porteuse de richesse et une économie qui va inciter, si vous voulez, à l'entrepreneuriat, donc au développement de capital. Ok, une économie comme celle du Rwanda, d'accord, un pays africain comme le nôtre, et sur une croissance à 2 chiffres, je pense. N'est-ce pas être moins ambitieux que de viser que 7% de croissance avec le plan Sénégal émergent? Bon, vous savez, quand vous gérez un État, vous ne pouvez pas simplement gérer sur des vœux. N'est-ce pas? Il faut partir de quelque chose. Il faut partir de quelque chose de concret, il faut partir de l'existant. Nous partons d'une croissance de 2%, n'est-ce pas? Je crois que donc 7%, ça montre une ambition réelle. Nous triplons la croissance actuelle du Sénégal à l'horizon 2018, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le plan prioritaire, n'est-ce pas, qui va de 2014 à 2018.
Et je crois que cela, au contraire, montre une ambition réelle. Il faut quand même voir à quel niveau nous nous situons et où nous voulons aller. Je crois que c'est cela qui montre, en fait, si vous voulez, l'ambition de l'actuel gouvernement, de l'actuel régime. Et je crois que c'est quelque chose qui sera aussi pérenne, donc qui sera maintenu. Et c'est en fait ça la croissance. D'accord. Nina Pendafaye. Merci, Babacar. Je remercie d'abord M. Yass. Je vais commencer par ce plan Sénégal émergent dont on parle. Mais nous, le constat qu'on en fait, c'est qu'on a senti une surmédiatisation. Et on se posait la question de savoir, est-ce qu'il y avait besoin de mener autour de ce plan et autour de cette rencontre qui a eu à Paris, tout ce qu'il y a eu comme tapage médiatique. Et en dehors de cela, on a eu l'impression qu'aujourd'hui, quand on suit certains débats et qu'on écoute certains acteurs de la communication parler, les gens sont en train de faire un amalgame entre le Club de Paris et le plan Sénégal émergent et la rencontre, qui permettait au Sénégal de pouvoir avoir l'accord des bailleurs sur le financement. Donc, groupe consultatif de Paris, Club de Paris, les gens font l'amalgame. On ne comprend pas. Et aujourd'hui, on se dit, il y a eu un problème dans la communication. Est-ce que réellement, dans la surmédiatisation et dans la médiatisation, l'objectif a été atteint? Quand on entend certains en débattre, on a l'impression que c'est non. Quel est maintenant l'avis de l'expert que vous êtes dans ce domaine? Et comment est-ce qu'on peut rectifier le tir pour qu'aujourd'hui, les Sénégalais comprennent ce que vous venez d'expliquer? C'est époustouflant quand on parle du programme, du plan Sénégal émergent, avec tout ce qui veut être fait. J'ai sous les yeux des documents qui nous parlent un peu du port sec de Kaolack, qui nous parlent du tramway. Excellent, il n'y a rien à dire. Mais je pense qu'à la base, il y a encore un travail à faire, même si nous disposons assez de finances pour mettre sur place tout un programme qui permet au Sénégal d'être sur les rails du développement et d'atteindre les objectifs et d'atteindre une croissance de 7%, il y a un travail à faire au préalable. Et ça commence déjà par mettre les Sénégalais dans une situation qui puisse nous permettre, nous autres, de nous dire « Ah, la croissance, nous la sentons dans le panier de la ménagère. La croissance, nous la sentons dans le système de santé. La croissance, nous la sentons dans l'agriculture. Nous avons assez de ressources, nous pouvons bien manger, nous pouvons emmener nos enfants à l'école et nous pouvons nous soigner correctement. » Voilà mes préoccupations, M. Niasse, concernant le plan Sénégal émergent. La deuxième chose, je vous laisse intervenir et j'en reviens à la thématique de la politique. Pas de problème. Babacar? Oui, c'est à sa convenance. Ah, mais absolument, absolument. Je dois dire que extrêmement pertinente, Nina. Tout d'abord, par rapport à la surmédiatisation, la communication. Je crois que des fois aussi, et c'est de bonne guerre, hein, permettez-moi de le dire d'abord, mais des fois on nous reproche aussi, nous, gouvernements, ce que nous ne maîtrisons pas, nous ne contrôlons pas. Je crois que le Sénégal est un pays de démocratie. Et les médias privés titreront ce qu'ils voudront titrer, n'est-ce pas? Nous n'avons pas la prétention de contrôler les médias privés, les chaînes télévisées et les journaux écrits, n'est-ce pas? Je crois que cette surmédiatisation, en fait, vient de là. Parce que si vous regardez le journal officiel, n'est-ce pas? Si vous regardez le Soleil n'a pas titré tous les jours sur le plan Sénégal émergent, bien que le chef de l'État soit parti en Chine pour 24 heures et en France pour 48 heures, n'est-ce pas? Et pendant ces 72 heures, si vous regardez le journal officiel, on en a parlé une fois. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette surmédiatisation, il faut comprendre aussi que, mesdames et messieurs du secteur privé,
doivent vendre leurs journaux, n'est-ce pas, si vous voulez, attirer l'attention. La surmédiatisation n'est pas de notre fait. Et ce qui est de notre fait, et nous l'acceptons bien volontiers, c'est que lorsque le chef de l'État se déplace, cela va avoir un impact, cela va avoir un effet. Mais il faut comprendre quand même que le chef de l'État est la clé de voûte des institutions. Et le chef de l'État a un engagement ferme à mener ce pays vers l'émergence. Et c'est à ce titre, et c'est dû à cet engagement qu'il a décidé lui-même de s'impliquer personnellement dans la vente de ce plan. N'est-ce pas? Il en a fait une affaire personnelle. C'est-à-dire qu'il est temps quand même que nous prenions conscience de l'état actuel de ce pays. N'est-ce pas? Nous avons trouvé un pays qui avait un genou à terre. Il n'en avait pas deux du fait du génie des Sénégalaises et des Sénégalais. Mais il avait bel et bien un genou à terre. Et cela ne peut pas durer. Nous avons pris le pouvoir, nous devons l'assumer. Et d'ici à la fin du mandat, il faut qu'il y ait un impact réel. Pour le préalable dont vous parlez, mais vous savez, c'est exactement ce que ce gouvernement fait, le travail préalable. La couverture médicale universelle, on l'a décrié. Ça devient une réalité, n'est-ce pas? C'est ça le travail préalable. Les loyers, l'habitat, n'est-ce pas? Cela fait partie du travail préalable. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parlez du vécu quotidien des Sénégalaises et des Sénégalais. Mais c'est cela, vous savez, 24 000 francs pour un Sénégalais moyen par mois, ça couvre beaucoup de choses. Ça couvre beaucoup de choses. Et c'est ce qui a été diminué en moyenne dans les loyers, n'est-ce pas? La bourse. Beaucoup de gens au niveau de Dakar disent oui, c'est dérisoire. Mais je suis désolé de m'exprimer ainsi parce que je suis Dakarois, n'est-ce pas? J'habite au cœur de la ville, au point E. Mais je crois que les Dakarois, comme on dit, ils ne savent pas quelle heure il est. Quand vous allez dans les campagnes, non mais c'est sérieux, il faut qu'on en parle de façon sérieuse, sans politiser le débat. Vous savez, les gens, au fond du... Un exemple simple, et Nina, je suis sûr que vous comprenez facilement cela, quand vous allez acheter des fruits au coin de la rue, avec 1000 francs, avec 500 francs, vous avez peut-être 3 pommes, 2 mandarines. Mais vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Vous allez à 35 km de Dakar, avec 1000 francs, vous remplissez un panier de fruits. Donc, c'est pour vous dire l'impact de 1000 francs que 1000 francs a dans les campagnes et que 1000 francs a à Dakar. Donc, il faut que les gens comprennent aussi que le Sénégal ne se résume pas à Dakar. Même si l'axe Dakar-Diourbel concentre 45-50% de la population. Mais il y a quand même des femmes, des hommes, des jeunes femmes et des jeunes hommes qui vivent dans la campagne, pour qui 25 000 francs est une fortune. Certains n'ont jamais tenu cette somme une seule fois dans leurs mains. Donc, ces actes-là, c'est ça le préalable. C'est ça le préalable au développement économique. C'est la base. C'est la santé, c'est alléger le panier de la ménagère. Maintenant, vous avez parlé des confusions. Je crois que dans plusieurs débats où j'ai intervenu, j'ai essayé de clarifier cela. Le Club de Paris n'a rien à voir avec le groupe consultatif. Absolument rien. Ni de près ni de loin. Le Club de Paris, d'abord, a été monté pour la première fois en 1956. Le Club de Paris est, si vous voulez, une institution officieuse. Il a été monté pour la première fois quand l'Argentine a accepté de renégocier sa dette. Et quand on parle du Club de Paris, on parle d'un pays qui a une dette qu'il renégocie. C'est-à-dire que je vous dois 10 000 francs, vous m'avez prêté 10 000 francs, et vous m'avez dit que j'allais vous rembourser 11 000 francs. Et ces 11 000 francs, vous m'avez dit que j'allais vous les rembourser en 3 paiements. Au bout de 2 paiements, je me rends compte que c'est trop cher pour moi. Donc je vais au Club de Paris et je demande à ce qu'on baisse les intérêts et qu'on augmente les échéances. C'est ça le Club de Paris. Ni plus ni moins. C'est une renégociation des intérêts des États membres. Vous comprenez? Le Club de Paris aussi a ce qu'on appelle un secrétariat permanent qui est composé de 19 pays.
le Club de Paris est dirigé par le directeur du Trésor français et le vice-directeur. N'est-ce pas? Le vice-président, c'est le directeur adjoint. Voilà le Club de Paris de façon grossière, si vous voulez. Le groupe consultatif est toujours organisé par le pays qui est demandeur, le pays qui va chercher de l'endettement, si vous voulez. Donc le groupe consultatif vient toujours des années avant le Club de Paris. Et beaucoup de pays peuvent organiser leur groupe consultatif. Nous aurions pu organiser le groupe consultatif à Dakar. Et pourquoi vous n'avez pas fait? Mais parce que, Opté pour Dakar? Parce que le siège de la Banque mondiale se trouve en France, n'est-ce pas? Bon, pas en France, mais à Washington. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Paris, c'est une capitale. C'est une capitale mondiale, à impact mondial, que ce soit économique, que ce soit politique, n'est-ce pas? Il est plus facile de réunir beaucoup de partenaires financiers qui ont déjà leurs locaux à Paris, au siège de la Banque mondiale à Paris, n'est-ce pas? Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, il y a eu une innovation de taille, c'est que nous avons organisé toute une journée pour le secteur privé, oui, où nous cherchions 1111 milliards, n'est-ce pas? Ce secteur privé, là, ces 1111 milliards, ne viendront pas, quel que soit je dirais le patriotisme, la capacité financière du secteur privé sénégalais, ils ne viendront pas d'ici, n'est-ce pas? Donc il nous fallait aller vers ceux à qui nous demandons de nous accompagner. Donc voilà, si vous voulez, de façon grosso modo, la différence entre le Club de Paris et le groupe consultatif. Il faut que les gens le comprennent bien. Vous allez au Club de Paris pour renégocier une dette que vous avez déjà, n'est-ce pas? Quant à toute la communication autour, hein, je l'ai dit, c'est du fait simplement du déplacement du chef de l'État. Et cela n'est pas le fait du gouvernement. Mais pour cette fois-ci, le chef de l'État ou toutes les délégations sont partis avec plus d'une vingtaine de journalistes, beaucoup de groupes de presse étaient représentés, beaucoup de monde, peut-être plus qu'il n'en fallait. Et ça, également, ça a un impact sur le contribuable. Nina, ces groupes de presse qui sont partis n'ont pas été pris en charge par le gouvernement. C'est certain, ça. Mais bien sûr. Moi, je connais des gens qui ont été invités. Parce qu'une chose aussi qu'il faut préciser, c'est que les privés qui sont venus au groupe consultatif sont venus sur invitation du ministère de l'Économie et des Finances. Mais cette invitation n'est pas accompagnée d'un billet d'avion. Ce n'est pas le cas. Et c'est ce qu'il faut dire. Ces partenaires privés qui se sont déplacés, qui ont quitté le Sénégal, l'Afrique, d'autres pays, l'Allemagne, l'Angleterre, certaines villes de la France, qui sont venus à Paris, sont venus sur leurs frais personnels. Des hommes d'affaires ont quitté le Sénégal, sont partis en France, mais ils sont partis en France sur leur mallette personnelle. Ce n'est pas l'État du Sénégal qui a payé toute cette délégation, non. Mais je crois que ça a été d'autant plus pertinent, n'est-ce pas, donc de les inviter à venir vous rejoindre au Sénégal. Ça aurait quand même fait moins de dépenses, puisqu'on sait que c'est eux-mêmes qui peut-être dépensent pour aller là où vous leur demandez. Mais vous savez, ce sont des privés, hein? Ce ne sont pas des gouvernements. Un privé ne va pas dépenser 5 francs s'il ne pense pas en retourner 25. Mais il cherche intérêt, hein? Mais exactement, donc la question ne se pose pas pour le Sénégal. Voilà. Si je vous invite quelque part, c'est à vous de voir si c'est rentable pour vous, oui ou non, de venir. La question ne se pose pas puisque les frais ne sont pas les miens. Un privé qui vient, il vient parce qu'il y trouve un intérêt réel. C'est ça qu'il faut comprendre. Ces gens ne nous prêtent pas à zéro. Ils nous prêtent à des intérêts. Mais évidemment, il y a des taux préférentiels, mais il y a des taux qui existent. C'est ce qui fait que ces gens ont accepté de se déplacer. Et aussi, il y a la crédibilité de l'État du Sénégal. Il y a les montants que nous empruntons. Vous comprenez? Donc, oui. il faut bien camper le débat et comprendre que cette délégation, j'entends dire la moitié de Dakar était à Paris, mais la moitié de Dakar n'était pas à Paris du fait du gouvernement sénégalais. Il faut que les gens le comprennent. Les privés qui se sont déplacés, toute personne qui a eu une lettre d'invitation du ministère de l'Économie et des Finances, à moins, et ces personnes n'ont pas eu des invitations, ils sont partis en mission. Les fonctionnaires ont été pris en charge par l'État du Sénégal. Et il me semble-t-il qu'il y a eu plus de fonctionnaires qu'il ne fallait. Il y en a toujours un peu plus. Ça, je ne peux pas m'asseoir ici et vous dire que c'est parfait. Vraiment, il y en a eu, oui. N'est-ce pas? La perfection n'est pas de ce monde. Et malheureusement, quelle que soit la bonne volonté du gouvernement en place, quelle que soit l'efficacité reconnue, c'est une œuvre humaine.
Donc il y aura quelques défauts, il y aura quelques imperfections. Mais il faut qu'on recampe le débat et qu'on explique clairement aux Sénégalais et aux Sénégalaises que la moitié de ces gens qui se sont déplacés sur frais propres. Il faut qu'on le comprenne bien. Et la Bible. Bonsoir, Monsieur Nias. Bonsoir. Vous me permettrez de rebondir sur la question de Nina concernant le club consultatif de Paris, parce que vous nous avez bien expliqué que contrairement au groupe consultatif de Paris, parce que contrairement au club de Paris, le groupe consultatif, donc c'est le pays demandeur qui organise. Donc, quand il s'agit du financement d'un plan aussi important que le plan Sénégal émergent, quand on organise ça chez nos ex-colons, aller jusqu'à Paris pour organiser ça, moi, franchement, je vous dis que je suis sceptique, parce que vous venez de le dire, hein. C'était pas pour aller demander des dons, c'est des prêts. Donc, ceux qui nous prêtent aussi, c'est dans leur intérêt. Donc, pourquoi on ne les a pas invités au Sénégal? On a déjà les hommes d'affaires sénégalais qui sont là. Je pense bien que le secteur privé, comme vous venez de le dire, étranger, ils viennent pour leur propre intérêt. Et tout, je ne sais pas si 100%, mais je suis quasiment sûr que 99% de ceux qui sont allés à Paris ont déjà fait le voyage à Dakar pour venir faire les études, les études préliminaires avant de faire les financements. Donc, c'est des gens qui sont déjà venus au Sénégal. Donc, je pense, pourquoi être allé à Paris, dépenser des centaines de millions pour organiser ce groupe consultatif, alors que si on avait fait ça à Dakar, je pense que ça aurait eu un impact vraiment beaucoup plus important. Merci El Habib. Le début de votre intervention m'a fait un peu sourire. Vous savez, El Habib, il faut qu'on se décomplexe. Exactement. Moi, je n'ai pas été esclave. Nous non plus. Exactement, n'est-ce pas? Mes parents non plus n'ont pas subi la colonisation. Il faut qu'on avance. Aussi. Il faut qu'on évolue. Je ne crois pas que votre père ou votre mère, ni mon père ou ma mère, on est de la même génération. Donc, il faut qu'on évolue. Il faut qu'on dépasse ce complexe, n'est-ce pas? Cette histoire de colon, c'est notre vécu. Voilà. On ne peut pas le changer. Mais on ne peut pas vivre dans le passé. Le monde est un village. C'est une réalité. Le siège de la Banque mondiale, le FMI, toutes ces institutions ne se trouvent pas à Dakar. Mais on peut les inviter. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que si le président de la République du Sénégal... Permettez-moi de vous répondre. Permettez-moi de vous répondre. On ne peut pas faire du sentimentalisme à outrance. Lolo, il faut que je le dise en wolof. Nañ ko faté. Nañ ko tek de côté. Moi, je n'ai pas de complexe en face d'un Américain, d'un Français ou d'un Allemand. J'ai étudié dans leurs universités. Les notes sont là pour le prouver. Je suis sorti premier à chaque fois. Donc moi, l'Américain... Par contre, permettez-moi de vous répondre. Par contre, quand je cherche de l'argent, quand je cherche de l'argent, je vais à la source de l'argent. C'est ce qu'on m'a appris. Mais l'argent se trouve ici? Non, l'argent ne se trouve pas ici. Attendez. Non, mais je veux dire, on va demander des prêts. Parce que on va demander combien? Le problème avec ce qui s'est passé avec... le problème de la communication, comme disait Nina, parce que chaque fois, ce n'est pas la première fois que le Sénégal va demander des prêts. Oui. On a eu ça avec le Premier ministre Idrissa Seck, il y a eu le ministre Abdoulaye Diop. Le groupe consultatif, c'est la 7e fois. Vous avez dit que c'est pour la première fois que le Sénégal est solvable. Je ne pense pas, parce qu'on a eu... Non, j'ai parlé des montants. Vous savez, il faut bien comprendre. Oui, mais ce que je... les chiffres sont là pour le démontrer. Hein. Vous m'avez cité des premiers ministres qui sont partis. Ils sont revenus avec des promesses. Ils sont revenus avec des promesses. Et il faut dire que c'est tout... Là aussi, c'est des promesses de non, prêt. Non, il faut comprendre une chose. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'écoute. Les chiffres sont là pour le démontrer. Hein. Quand M. Seck est revenu, ça a été énorme, n'est-ce pas? Mais le ministère de l'économie et des finances existe toujours. Combien est rentré dans les caisses? Exactement. Voilà. Nous avons déjà 2056 milliards qui sont rentrés dans les caisses. D'engagements fermes, signés, qui vont directement aux partenaires privés. Vous comprenez?
C'est-à-dire que les négociations se sont faites sur un autre type de négociation. Donc, et j'ai l'habitude de le dire, voilà. C'est sans fausse modestie. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Le problème, je crois, avec notre communication, c'est que nous faisons trop de fausse modestie ou trop de modestie. Mais je pense nous avons ramené aujourd'hui au Sénégal des montants concrets, des montants réels qui vont dans les caisses de nos partenaires privés pour qu'ils démarrent les projets à date, pour que ces projets puissent être livrés à date. Permettez-moi de vous répondre. La deuxième partie de votre intervention, passons l'histoire du colon. Oui, mais juste pour revenir sur les 2600, honnêtement, sur les 2600 milliards dont vous venez de parler, quel est le pourcentage qui a été signé bien avant le groupe consultatif de Paris? Parce que je peux vous dire qu'il y a plein de projets qui étaient déjà en qui étaient déjà en cours, je veux dire. Donc, c'est des investisseurs qui sont déjà venus ici, qui avaient déjà des partenaires sur place, c'est des projets qui étaient bien avancés. Donc, ils sont allés peut-être là-bas, il y a eu un peu de récupération, essayer de tout mettre dans un même panier, dire on est revenu avec 2050 milliards, alors que peut-être que les 2400 milliards, c'était des projets qui étaient déjà signés avant même qu'on ait dépensé des centaines de millions à Paris. Bon, permettez-moi de revenir un peu en arrière. Oui. Le groupe consultatif s'est tenu sur 2 jours, El Habib, n'est-ce pas? Sur 2 jours, vous ne pouvez pas négocier et signer des sommes pareilles. Exactement. Mais attendez, il y a le travail des techniciens, il y a le travail des conseillers qui se fait derrière. C'est normal. Je suis un conseiller moi-même. Non, attendez. Je suis un conseiller moi-même. On peut s'entendre là-dessus, je crois. Oui. Merci. Cela étant dit, je crois mériter mon salaire. Donc, je travaille un peu. Madame Touré, si je ne travaille pas un tout petit peu, ne se gênera pas pour me virer. Vous comprenez? Donc, le travail que nous avons fait, mais c'est tout à fait normal que les techniciens du ministère de l'économie et des finances, que les techniciens du ministère de la promotion des investissements et des partenariats, que les techniciens et les conseillers de la primature se soient assis, se soient déplacés et fait venir des gens pour négocier ce qui doit être négocié. Mais ce n'est pas nous qui signons. Ce ne sont pas les conseillers, ni même des fois les ministres. La signature du Sénégal n'est détenue que par le ministre de l'économie et des finances. Mais celui-ci ne va pas signer non plus avec un technicien de la SGBS ou un technicien de la Deutsche Bank ou ce que vous voulez. Non. Les signatures se font à un niveau où la signature pèse. Eh bien voilà. Mais ça, c'est des projets entre privés. Mais non, donc, je ne vous parle pas que des projets. Le gros du travail, c'est les privés qui l'ont fait. Je vous parle des partenaires techniques et financiers également. Oui. N'est-ce pas? Les partenaires de la Banque mondiale, du FMI, mais ils viennent, nous y allons, nous négocions, nous exposons nos projets. Laissez-moi vous expliquer un peu comment ça se passe. Et du FMI, ces financements ne sont pas encore là, il n'y a pas encore de... C'est des promesses. Non, je vous parle d'un tout. Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse la part des choses. La part des choses, ce que je vous ai dit. Ce qui est déjà là, c'est les privés qui ont négocié avec des partenaires privés étrangers. Quel privé qui en est? Non, c'est l'État du Sénégal. Entendons-nous bien. Sénégal. Il n'y a aucun privé qui allait négocier avec des partenaires étrangers pour nous amener un franc CFA dans le cadre du plan Sénégal émergent. Je le dis aujourd'hui à la télé. C'est l'État du Sénégal qui est allé négocier avec des partenaires privés et des institutions pour ramener chaque franc CFA qui rentre au Sénégal. L'État du Sénégal, ce sont les fonctionnaires, ce sont les conseillers, ce sont les directeurs nationaux et les directeurs de services. Vous comprenez? Ce sont les services techniques sénégalais. C'est l'État, c'est la continuité. Et ce n'est pas des privés qui... Mais non, nous avons négocié avec des privés et avec des institutions. Oui. Nous avons négocié pour avoir ces montants. N'est-ce pas? Oui. Que ce soit les 1111 milliards ou les 1853 qui étaient demandés des partenaires techniques et financiers. N'est-ce pas? Maintenant, la signature de ces accords se fait toujours à un haut niveau, un niveau plus haut que le mien. Mon travail, le travail des techniciens, c'est un travail de fourmi. N'est-ce pas? C'est le travail technique à la base. Et nous remettons ensuite nos travaux pour appréciation aux autorités qui s'assiedent et qui évaluent, qui nous disent bon travail, pas bon travail, ainsi de suite. Mais une fois que cela est ficelé, les signatures se font toujours au niveau où elles doivent se faire. Ce n'est pas en 2 jours qu'on négocie
3700 et quelques milliards de francs CFA. Je crois que cela, tout le monde le comprend. Kenny Seba. Merci. Ouais. Bonsoir mon cher frère Mansour. Kenny, Merci. comment vas-tu? Kémy, pas Kenny. Kenny. C'est pas grave. Je vais t'appeler Mansour puisque Absolument. tu nous appelles par nos prénoms, on est des frères. Évidemment. Et donc c'est un plaisir, comme je le dis toujours, hein, de recevoir les frères sur ce plateau. J'ai écouté attentivement ce débat, ces échanges extrêmement passionnants qui m'ont parfois fait esquisser un petit sourire dans les petits pics politiques qui parfois étaient lancés. N'est-ce pas? Et on ne peut nier le fait que vous êtes à l'aise, que vous maîtrisez votre dossier. Ça fait plaisir de voir des jeunes, en tout cas des personnes de cet âge-là. On estime que sur le terrain politique, vous êtes considérés comme jeunes par les autres, compte tenu de la moyenne générale qu'on trouve dans la classe politique africaine. Et je vais rebondir rapidement sur quelque chose qu'a dit El Habib et sur votre réflexion qui, objectivement, mérite l'attention, on ne peut pas le nier, lorsque El Habib pointait du doigt le fait que toujours traiter ou demander des prêts à des anciennes puissances. Et vous avez répondu clairement, hein, on ne va pas rester focalisé dessus, mais j'essaie de replacer le débat. Demander des prêts à des puissances qui nous ont colonisés, c'est un peu comme le disait Thomas Sankara, les puissances qui nous prêtent sont celles qui nous ont colonisés auparavant. Et la Bible s'inquiétait. Et vous avez répondu quelque chose d'intéressant, sur lequel je pense qu'on ne parle pas suffisamment, qui est que, on ne doit pas systématiquement rester, en effet, enraciné dans le paradigme du passé. Ouais. Votre réflexion, j'y aurais souscrit peut-être à 100% si le passé était réel, dans le sens où quand on parle du néocolonialisme, le néologisme explique que justement c'est le présent. Mais j'ai envie de dire, on ne restera pas justement fixé dessus. Dépassionner les choses, aller au-delà des conflits, aller au-delà des scansions. C'est une démarche qui est à mon sens honorable. Mais je suis tombé avec mon petit nez épaté lorsque j'ai recherché et que je faisais des enquêtes sur vous, sur l'ordinateur, sur une petite tension où vous n'avez pas dépassé les clivages. Oui, je vous embête, hein, c'est parce que je vous aime, mon frère. C'était au sujet d'un certain frère, Malik Noël Seck, qui est votre frère aussi. Là, vous êtes très lent. Là, vous êtes plus tendu que quand on parle des prêts avec les Français. Hein, voilà. Bon. Alors, c'était très intéressant. Je le dis parce que je pense objectivement que vous êtes brillant, mais là-dessus, j'ai eu des petits nœuds d'estomac qui m'ont... Malik Noël Seck a réagi, bon, on le connaît, c'est un franc-tireur, on peut aimer ou ne pas aimer, on n'est pas dans les feux de l'amour, donc on ne va pas être là à commenter. Malik Noël Seck, donc, selon lui, le limogeage d'Abdoul Mbaye prouvait que Macky Sall était un personnage incohérent dans ses choix politiques. Et vous avez réagi d'une manière qui, sur ce terrain-là, n'est pas au-delà des conflits. Et moi-même, je ne peux pas me porter en donneur de leçons. Il m'arrive d'être sanguin aussi, malheureusement, sauf que moi, il m'arrive de m'excuser aussi, a posteriori. Et, donc je le précise. Vous avez dit, vous savez, Malik Noël Seck est une âme perdue. Il est conseiller municipal dans les SICAP. C'est un fait et c'est vérifiable. Malik Noël Seck est en train d'insulter les gens qui l'ont élu conseiller municipal parce qu'il veut briguer le suffrage d'une autre commune. Il veut cracher sur le mandat que lui ont donné les populations de la SICAP. Malik Noël Seck personnifie l'incohérence dans son ambition démesurée et inappropriée. Les paroles d'un fou du village ne devraient pas prêter à débat. Alors, je me dis, je vous entendais tout à l'heure d'une manière objectivement, spectaculairement pertinente. Ah bon, merci. Aller au-delà de ces conflits, il faut, je refais la discussion, El Habib, il faut aller au-delà de ces tensions. El Habib, on ne peut pas rester dans l'énervement. Et je vois que vous avez quasiment lapidé, s'il y avait une charia politique, c'est comme ça qu'on l'appellerait, le frère Malik Noël Seck. Il faut que tu m'aides. Non, il n'a pas besoin de vous aider parce que, objectivement, vous le savez, et vous en êtes très conscient aussi, vous êtes quelqu'un, vous êtes considéré comme une étoile montante dans ce domaine politique, vous maîtrisez ces dossiers, on ne peut pas le nier. Est-ce que vous ne pensez pas, et comme je vous le dis, je ne me présente pas en avocat de la vertu sur ce terrain-là parce que le côté sanguin, je pense que malheureusement, ce côté obscur, on l'a tous, surtout dans cette nouvelle génération, qui est une génération du clash, qui est une génération parfois des tensions qui peuvent être évitables. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes allé trop loin dans la réaction par rapport, en effet, aux attaques de quelqu'un qui est votre frère? Quoi qu'on en dise, même si vous pouvez
faire quand on dit ça, qui est le frère Malick Noël Seck. Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, sur ce terrain-là aussi, si on applique votre réflexion, qu'on peut entendre cette non-violence politique, cette non-violence argumentative, aller au-delà de ce qui nous sépare. Mais est-ce qu'au lieu de l'appliquer uniquement vis-à-vis des Occidentaux, il ne serait pas bien de l'appliquer aussi vis-à-vis de nos frères? Et ce que je vous dis pour vous, c'est quelque chose que je me pose pour moi-même. Parce que personne n'est exempt de reproches sur cette réflexion. Voilà ma question. Kémy. Quand tu dis ça, c'est l'amour, mon frère. C'est la fraternité. Il va falloir que je pèse mes mots. On va les peser. Écoutez, avant de... Peut-être que tu aimeras la conclusion, je ne sais pas, mais il faut que je précise deux choses. Je suis de Fann.amitié. C'est une commune que j'ai en passion. Il m'est extrêmement difficile de parler de Fann.amitié de façon dépassionnée. Je vais essayer, n'est-ce pas? Je ne prétends pas que la commune m'appartient ou appartient à mon parti, ce serait idiot à la limite. Vous êtes présenté d'ailleurs. Absolument. Vous êtes candidat. Ah, en effet, ce serait idiot. Mais par contre, ce qui me fait sortir de mes gonds, sortir de mon calme, c'est quand je vois un homme politique, je ne vais pas dire un politicien, donc je vais donner du respect. Quand je vois un homme politique faire campagne dans une commune, demander à être élu et être élu dans une commune, n'est-ce pas? Exercer le mandat de conseiller municipal dans cette commune. Et ensuite, alors que son mandat municipal n'est même pas terminé, dire qu'il veut briguer un mandat municipal dans ma commune, et quand je dis ma commune, je veux dire la commune dans laquelle je suis originaire. La question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui s'est passé à la dernière élection? Pourquoi n'as-tu pas brigué ce mandat-là dans ta commune? Puisque aujourd'hui, tu demandes cette commune. C'est un. Elle n'était pas assez bonne pour toi à l'époque? Non, c'est des éléments qui se posent. Vous comprenez? On entend très Donc, bien. Mais exactement. Ça, c'est par rapport à ça. Vous savez, je ne prétends pas, et je le dis en privé, et je vais le dire aujourd'hui en public, je ne prétends pas que l'APR a la solution à tous les problèmes de ce pays. C'est bien de le préciser parce que je ne prétends pas quand on que... entend le gouvernement, on a l'impression que... Voilà. Vous savez, nous sommes des républicains. Et ce n'est pas pour rien que nous avons des alliés. Et le président l'a dit, c'est la patrie avant le parti. Nous y croyons. Si nous n'y croyons pas, nous serons partis. Vous comprenez? Nous ne prétendons pas donc avoir toutes les solutions et nous ne prétendons pas que le président lui-même soit un messie. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que des jeunes qui savent pertinemment que le président ne leur répondra pas se permettent à tort et à travers de l'insulter. Est-ce qu'il a insulté de fou du village comme toi tu l'as fait avec lui, mon frère? Mais vous savez c'est quoi l'expression le fou du village? On connaît très bien cette expression, mais tu sais que politiquement parlant... Mais c'est ça. Quand on se permet... Tu sais que politiquement parlant, ça a un sens. Je ne veux pas t'interrompre, mon frère. Tu vois, vraiment, c'est... J'accepte ce sens. Tu comprends? Et j'assume connais ce le sens. poids parce que tu es quelqu'un qui, à mon sens, je vais te dire une chose, maîtrise le sens des mots. Exactement. Et quand tu poses ça dans le débat, alors que moi, j'ai essayé de regarder l'argumentation de Malick Noël Seck, on peut être en profond désaccord avec lui sur la manière dont il taxe le président politiquement ou intellectuellement parlant. Au-delà de la manière, il y a le fond. Il y a le fond des choses. Moi, je ne l'attaque même pas que sur la manière. Je parle du fond. Quand je dis, pourquoi aujourd'hui veux-tu être candidat dans une mairie qui ne te plaisait pas il y a 5 ans? Mais ça il faut répondre à ça. Non. Mais ça ne le justifie pas. On est d'accord. Mais on est d'accord. On est d'accord que ça arrive donc. Ça ne le justifie pas. Ça ne le justifie pas. Nous avons parlé, tu l'as dit, nous sommes d'une autre génération. On ne peut pas continuer sous le prétexte que ça s'est fait avant à faire les mêmes bêtises. Mais toi, vous savez, c'est quoi l'expression de la folie? Tu penses que c'est une erreur? C'est quoi la définition de la folie? Attends. Permets-moi de te répondre. Vas-y, mon frère, vas-y. La définition de la folie, c'est quoi? Tu me parles d'avoir utilisé le fou du village. C'est de faire les mêmes choses et d'espérer un résultat différent. C'est ça la définition de la folie. C'est ce que Malick Noël Seck vient de faire. Mais alors pourquoi pourquoi je l'ai qualifié du fou du village. Mais pourquoi lui avoir répondu? Laisse-moi finir. Je suis fâché, mon frère. Je suis cool avec toi. Laisse-moi finir. Là où je dois, et je le fais publiquement, mon mea culpa, où je m'excuse, c'est quand je l'ai traité d'âme perdue.
N'est-ce pas? Amen. Ok. Je m'excuse pour Non, mais c'est cela. important. Je pense que ça serait Sans bien aucun d'applaudir quand problème. même pour que, voilà, N'est-ce pas? que ce Mais soit... Voilà. quand je dis que c'est le fou du village, je persiste et je signe. Mais dans ce cas, un fou du village, comme tu l'as dit, je reprends tes mots, parce que j'adore les mots. Un fou du village ne devrait pas, les paroles d'un fou du village ne devraient pas prêter à débat. Pourquoi lui avoir répondu dans ce cas si tu estimes que sa réflexion politique ne mérite pas, sur ce terrain-là, d'être pris en Parce considération? que le fou du village... Donc tu veux être le contre-fou. Non, le fou du village Donc tu es sur la règle de la folie aussi. Le fou du village, il anime, n'est-ce pas? On dit bien en Wolof. Seytaane waxul dëgg waaye... Merci. Il va falloir traduire. Hein? Juste que je termine. Voilà. Parce que lui Donc, ne comprend pas très bien le Wolof. c'est-à-dire que le fou, des fois, ne dit pas toujours la vérité, mais quelque part, les mots qui sortent restent dans l'esprit des gens. Et il faut clarifier les choses. Il faut que il faut que les choses soient claires. Tu sais, si je peux me permettre juste de... Oui, très 30 rapidement, secondes. on va- J'ai eu moins de temps que on va les en autres. Hein. Attention. En plus, tu ne nous présentes pas au début. Là, hein. On est en guerre contre toi. Non, plus sérieusement. J'entends profondément la réflexion qui est la tienne, mon frère. Je te remercie déjà sur ne serait-ce qu'au moins un aspect, d'avoir considéré que voilà, il était peut-être nécessaire d'aplanir les choses. En effet. Dans 20 ans, on te le souhaite, même si bon, le but de tout politicien, ça ne doit pas être de se servir du pouvoir, mais de servir le pouvoir, on te souhaite d'aller le plus loin possible. Merci. Et on souhaite de la même façon, parce qu'on n'est pas dans une démarche partisane, que Malik Noël Seck et d'autres seront à un niveau politique qui leur permettra aussi de servir ce peuple. Et le problème, c'est qu'à l'extérieur, je ne veux pas simplifier le débat politique, parce que le débat démocratique est fait de scansions d'opposition politique, idéologique, intellectuelle. Mais à l'extérieur, qu'on le veuille ou pas, vous êtes vus comme des Sénégalais de la nouvelle génération. Et je pense vraiment, et ce que je te dis, je te le dis, je le répète, je l'applique à nous tous, c'est une démarche d'introspection qu'on doit peut-être essayer d'avoir. Aujourd'hui, quelqu'un comme Malik Noël Seck qui veut se présenter dans une autre ville, peut-être qu'il estime qu'il a les armes pour aujourd'hui essayer d'aider cette ville à mieux se développer, à mieux se structurer, à mieux avancer. Et toi qui as vécu sur ce terrain-là, peut-être que la démarche qui aurait été la plus pertinente, et encore une fois, on n'est que dans le cadre de l'hypothèse, aurait été simplement de lui demander, projet contre projet, qu'est-ce qu'il est capable de proposer, au lieu de l'attaquer sur la forme. Il y a des gens, dans l'histoire, c'est déjà arrivé, qui ne font pas partie d'un endroit, d'accord, qui ne sont pas nés dans cet endroit, qui arrivent et qui réalisent des choses extraordinaires. Je ne prends pas forcément l'exemple du Sénégal, mais je veux dire que c'est un exemple mondial, c'est un exemple continental, ça existe dans différents endroits. Ceux qui briguent la mairie de Dakar, pour certains, ne sont pas des gens qui ont tout systématiquement vécu à Dakar. Enfin, je n'ai pas d'exactitude analytique sur ce point-là. Donc on peut se poser la question, certains ont fait du grand travail. Donc, nous, on est convaincus qu'on le sent, tu as la passion, hein, t'as la rage, déguisée en sourire, sur le terrain de ce point E en tant que tel. Mais ne serait-il pas plus pertinent qu'il y ait débat sur le fond, uniquement entre toi, par exemple, et d'autres qui aspirent à prendre des responsabilités là-bas, et qu'on puisse juger, que le peuple puisse juger de la pertinence des idées. On a entendu un bon degré de pertinence de tes idées ce soir, et ce serait l'occasion que chacun puisse juger, plutôt que d'être dans des invectives qui, au final, ben, malheureusement, je l'ai appris à mes dépens aussi, n'honorent pas toujours voilà, les gens. Bon, tu sais, quand on parle de programme, je crois que les habitants de Fann pour Amitié vous le diront. Moi, je fais campagne sur la base d'un programme. Je fais même campagne sur la base d'une équipe. Je ne fais pas campagne sur la base d'un candidat à la mairie. Nous faisons campagne sur la base d'une initiative qui s'appelle l'initiative 2014. Donc c'est vraiment un travail de groupe. C'est un travail dont je ne suis que le modeste porte-étendard. Rien de plus. Par contre, je tiens à dire une chose aujourd'hui sur ce plateau. Et les gens diront peut-être que c'est parce qu'il est le conseiller de Mme Touré. Mais vous savez, Mme Touré, avant d'être Premier ministre, c'est une femme. C'est une dame. C'est une très grande dame. Et M. Faye doit comprendre que dans notre culture, dans nos traditions, on n'insulte pas une femme publiquement. Ça ne se fait pas.
Tu es un très, Très bon bien. politicien. Très bien. Moi, j'ai envie de revenir sur une toute petite préoccupation, hein, vraiment très, pour passer rapidement. Parce que vous avez parlé tantôt de Madame le Premier ministre Mimi Touré. Vous l'avez également présenté comme quelqu'une qui était irremplaçable à son poste aujourd'hui. Comment vous expliquez ça? Vous avez dit véritablement qu'il n'y avait pas quelqu'un au Sénégal aujourd'hui capable de remplacer Madame le Premier ministre. À l'heure actuelle, j'ai dit. À l'heure actuelle? Oui. C'est un constat réaliste, hein, et je l'assume. Vous savez, il y a des problèmes entre elle et le chef de l'État aujourd'hui? Aucun. Elle l'a dit. Certifié sur... C'est le chef de l'État. C'est le président du parti dont elle est membre, n'est-ce pas? C'est la clé de voûte des institutions. C'est celui qui fait et défait. Il n'y a pas de débat. D'accord. S'il y avait un problème, il l'aurait enlevé. Très bien. Seulement le sensationnalisme vend. Par contre, il faut que je clarifie ce que j'ai dit. Vous savez, on est à 2 mois d'élection. Nous sortons à peine d'une campagne arachidière, n'est-ce pas? Nous allons bientôt vers l'hivernage. Il y a la crise scolaire. Il y a le problème des PME et PMI. Il y a les lois qui doivent passer sur l'égalité des femmes. Il y a. N'est-ce pas? On ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas un Premier ministre. Et je l'ai dit dans cet article. Vous savez, nul n'est prophète chez soi. On est toujours prophète à l'extérieur. Et le Sénégal a besoin d'être accompagné. Et Mme Aminata Touré fait l'unanimité des partenaires techniques et financiers du Sénégal. De par son expérience à l'international et de par la façon qu'elle a de gérer le gouvernement à l'heure actuelle. De par les résultats que ce gouvernement est en train d'apporter. Et vous savez, le président ne s'y est pas trompé. D'accord. Il ne s'y est pas trompé en la choisissant. D'accord. Donc il n'y a aucun nuage entre les deux. Absolument aucun. C'est le chef de l'État, c'est son patron. Elle travaille à mettre en place sa vision. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur.